Bonjour. Bonjour. Ludovic et moi, on va vous parler de nouveaux patterns de résilience. On va commencer par vous décrire ce qu'est la résilience dans un premier temps. Après, on vous expliquera en quoi les modèles de résilience actuels sont arrivés à leurs limites. Et on vous fournira un catalogue de patterns de résilience que l'on peut implémenter et introduire au sein de son SI avec une application en fil conducteur qui, dans un premier temps, fait de la résilience dans le modèle actuel et commence à introduire, dans un second temps, des nouveaux patterns. Pour commencer, qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un système à résister à la panne d'un ou plusieurs de ses composants. Un système, c'est un ensemble de briques, comme vous avez pu le voir avec Frédéric, et une de ces briques, ou plusieurs, peuvent tomber. Et un système résilient, c'est un système qui continue à fonctionner malgré justement le fait qu'une ou plusieurs briques soient tombées. Cette résilience, elle possède principalement trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la tolérance à la panne. Ce que je viens de vous dire, à savoir la capacité, s'il y a une panne d'une des briques, à continuer à fonctionner et à tolérer finalement la panne de façon à ce que le service continue d'être rendu à l'utilisateur. Le deuxième, c'est la reprise sur erreur. Une des briques est tombée, on la remet en marche. Est-ce que mon système est en capacité de reprendre les différentes problématiques qui sont intervenues dans le laps de temps où le problème est survenu? Et le troisième élément, c'est la prévention de la panne. Est-ce que je suis en capacité d'anticiper le fait que mon service se dégrade et de réagir en conséquence de manière finalement à continuer de délivrer en continu le service? Alors pourquoi fait-on de la résilience? La résilience, on l'a fait pour trois raisons, principalement. Une première raison, c'est le manque à gagner. Si votre service tombe, c'est autant d'argent qui peut potentiellement être perdu. Imaginez par exemple un service de back-office bancaire qui permet à des conseillers de transformer des prospects. Le service tombe, les conseillers ne peuvent pas rentrer de nouveaux prospects. C'est autant de potentielles affaires qui sont perdues et de manque à gagner. Si ce n'est plus un back-office qui tombe, mais un front-office, si les clients sont impactés directement, cela peut avoir un impact en termes d'image. Et un client peut finalement quitter le service, quitter ce que vous proposez comme service et aller voir ailleurs parce qu'il n'a plus confiance. Et la troisième problématique auxquelles on est confronté sur des systèmes peu résilients, c'est des problématiques de productivité des équipes liées à l'impact de la panne. Un système qui tombe, c'est un système qui va consommer du temps à l'équipe de manière à le remettre en marche. Et tout le temps qu'une équipe prend à remettre en marche un système, il ne le consacre pas à délivrer une nouvelle fonctionnalité qui peut faire un différenciant pour une entreprise. En termes business, qu'est-ce que c'est que la résilience? Elle peut s'exprimer en termes de disponibilité. Disponibilité qui peut être exprimée en termes de pourcentage. Là, typiquement, ce que vous voyez à l'écran, c'est la disponibilité dans un service extrêmement critique. 99,999%, ça correspond à 5 minutes et quelques d'indisponibilité par an, c'est-à-dire à une indisponibilité de système ultra critique. La résilience aura forcément été conçue pour faire en sorte que cette disponibilité puisse avoir lieu. Et bien évidemment, il ne faut pas penser la disponibilité pour tous les services à cette cible-là. Il faut la penser par rapport à de réels besoins métiers. Et on recoupe ce qu'on a dit dans la plupart des présentations. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre une application qui gère la résilience telle qu'elle est gérée aujourd'hui, avec une équipe de développeurs plutôt sur des eaux paisibles. Ok.
Merci. Donc jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Voilà un exemple d'architecture dont la résilience est basée sur l'infrastructure. Donc on retrouve au centre de mon architecture mon SAN, qui est la clé de voûte de mon système de résilience. Celui-ci, il est backupé de façon synchrone ou bien semi-synchrone. Autour de lui, j'ai mes systèmes d'hyperviseurs qui portent mes machines virtuelles, dont les images sont stockées sur mon SAN, eux-mêmes répliquées en mode cluster. J'ai mes bases de données en mode actif-passif ou bien actif-actif, elles-mêmes stockées sur mon système de SAN. Mes hyperviseurs portent mes systèmes, donc ils abstraient la complexité et la résilience vis-à-vis des infrastructures de stockage. Le middleware gère l'abstraction de mes sessions vis-à-vis de mon application et de l'accès à mes données sur mes bases de données. Donc au final, je n'ai pas grand-chose au niveau applicatif. Mon architecture de résilience est basée sur mon infrastructure. Et donc, cette dichotomie-là, elle va se retrouver aussi sur mes organisations. Du coup, l'organisation, c'est pareil, elle est séparée. Pourquoi me poser des questions sur l'infrastructure, prendre en compte les défaillances de l'infrastructure, si elles ne tombent jamais? Du coup, ça tombe du côté des ops, des gens qui gèrent l'infrastructure. Ceux-là, ils vont devoir gérer l'ensemble de la résilience à eux tout seuls, par l'ensemble des mécanismes d'infrastructure qu'on a vus assez communs. Donc, est-ce que ça va le faire à l'avenir? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les précédents talks, les infrastructures vivent une transformation forte, les changements vont être de plus en plus fréquents, on passe d'architectures statiques à des architectures dynamiques, on va avoir des architectures sur la donnée qui vont être sur des architectures distribuées, où la donnée va devenir volatile. Donc est-ce que ça va le faire face aux enjeux poussés par la transformation digitale, les enjeux de scalabilité? Pas vraiment en fait. Pas vraiment, parce que les attentes métiers par rapport à tout ça, elles sont extrêmement élevées. Et qu'aujourd'hui, les systèmes qu'on met en œuvre, finalement, ils sont assez rudimentaires. Ils sont assez rudimentaires et les modèles de licensing, de costing, ne sont pas adaptés non plus au mode de fonctionnement. Donc on voit le coût, lui, va exploser de la disponibilité, parce qu'il va falloir multiplier les gros systèmes de SAN, multiplier les serveurs, multiplier les liaisons entre data centers, etc. Donc tout ça, ça va à un coût, et de toute façon, ça va limiter la capacité de la résilience. Donc on va avoir un gap entre ce que je vais être capable de fournir avec mes systèmes actuels et les attentes de mon métier. L'autre point vis-à-vis du coût, oui, effectivement, c'est que les systèmes de licensing, aujourd'hui, on paye au vCPU, à l'instance, etc., alors que dans les architectures plutôt dynamiques, on va plutôt parler de consommation en temps, en secondes de consommation de l'infrastructure. Du coup, ce qu'on se dit là, c'est que ce n'est pas l'infrastructure qui va devoir porter la suite de l'histoire en termes de résilience. Il y a des nouvelles architectures, des nouvelles topologies qui arrivent, elles transforment radicalement le jeu de la résilience. Et c'est sur ces architectures-là qu'on va devoir travailler. Ces architectures-là, elles ont un impact sur la façon dont on construit les applications. Et du coup, il y a des nouvelles boîtes à outils qui apparaissent, et on va vous présenter quelques éléments de ces boîtes à outils. Alors, cette boîte à outils, c'est une boîte à outils qui est non exhaustive. On va vous citer un certain nombre de patterns qu'on a classifiés vis-à-vis des réponses à l'enjeu en termes de caractéristiques de résilience, de tolérance, de reprise sur erreur ou de prévention des pannes. Tous les outils ne sont pas à utiliser ensemble, ils sont à utiliser vis-à-vis d'un besoin métier et vis-à-vis d'une exigence métier. Et ils répondent tous à un problème. Ouais. Du coup, avant, je mettais toutes mes données sur mon SAN, mais maintenant, si je perds un serveur, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais dans les nouvelles topologies? Eh bien, écoute, Ludovic, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire de la réplication de données. C'est ce qu'on a vu avec les systèmes distribués, par exemple, dans l'intervention sur CAP. La donnée est répartie sur plusieurs serveurs. Et on a une réplication des données entre les serveurs. Ce qui fait que si un serveur tombe, la donnée est re-répliquée sur les autres serveurs restants. Et du point de vue du service client, eh bien, il y a une interruption faible ou nulle du service. Donc, ça permet de la tolérance à la panne. Et on a un système qui reprend naturellement sur erreur.
Il y a deux petites choses à avoir en tête. La première chose, c'est que ce type de système nécessite de dimensionner correctement le réseau. Un réseau sous-dimensionné, c'est potentiellement un data center qui peut aller très mal. Et la deuxième chose, c'est que les principes de réplication se basent généralement sur des modèles de quorum qui nécessitent d'avoir un nombre de serveurs impair. Contrainte, par exemple, ce qu'on peut avoir comme solution, c'est des solutions telles que CouchDB, pour en citer qu'une. Du coup, si je veux protéger mes systèmes internes des systèmes appelants, vis-à-vis des enjeux de scalabilité, par exemple, eh bien, du coup, on peut faire du découplage, et on l'a vu typiquement avec l'intervention d'Augustin, avec des patterns de messaging qui permettent de découpler d'un côté des consommateurs, service client, et de l'autre, disons, des consommateurs qui vont aller effectuer les traitements, je veux dire, et d'un autre côté, les clients, les services clients qui vont poster les messages. Si le consommateur tombe, le service client peut continuer à appeler l'API qui alimente la file de messages. Si la file de messages, les API tombent, le consommateur peut continuer à dépiler la file de messages. Donc on est sur un système qui tolère assez bien la panne et qui reprend sur erreur. On a nécessité sur les traitements d'avoir des traitements qui sont idempotents, comme l'expliquait Augustin. Et il est bien de définir des idées de corrélation qui puissent traverser le système de manière à pouvoir, par la suite, suivre les différents messages en termes de monitoring, de métriques, de logs, etc. Et du coup, si je perds un composant, ça entraîne tous les autres ou il y a des mécanismes pour se prévenir de panne en cascade? Alors, on peut éviter la panne généralisée. Il y a un pattern qui fonctionne pour faire ça. C'est un pattern de cloisonnement, qui est un pur pattern d'architecture, qui s'appelle le bulkhead. Le principe est de cloisonner par service client. Donc on a n instantiations d'un service producteur en fonction des différents services clients. On peut instancier, que ce soit au niveau applicatif, au niveau d'un cluster, au niveau même d'un DC. Donc on est vraiment sur un système, un pattern purement d'architecture, qui va aussi bien sur des bulks applicatifs que sur des bulks data. Le principe, c'est que si mon service client va être générateur d'énormément de requêtes, derrière, s'il fait tomber un bulk, le bulk associé, il ne fera pas tomber les autres bulks et donc n'impactera pas les autres services, le service client 1 et le service client 3. OK. Et vis-à-vis de toutes les exigences métiers de scalabilité extrêmement fortes, je peux protéger mon service consommateur? Alors, c'est possible de le protéger. C'est possible de le protéger, par exemple, avec un pattern qui est le pattern de circuit breaker. C'est un pattern qui consiste à se mettre d'accord sur une réponse alternative à son métier, avec le métier. Cette réponse alternative, elle est envoyée dans le cas où le service producteur est KO. Un service client appelle un service producteur, il constate qu'il est KO, il est en capacité de fournir à l'utilisateur final une réponse alternative, et de couper finalement l'appel systématique au service producteur pendant un laps de temps. Au bout de ce laps de temps, on réinterroge le service producteur. S'il est up, on peut finir par l'appeler et fournir à l'utilisateur une réponse attendue. Donc c'est un système qui tolère bien la panne du service producteur et qui permet de systématiquement pouvoir répondre aux clients. Il y a un petit point à voir qui est la problématique de la transaction côté service client qu'il faut gérer en conséquence avec ce type de pattern. Ne pas l'oublier. OK, mais si mon service ne se remonte pas, j'évite pas la panne. Effectivement, tu n'évites pas la panne dans le cadre d'un service qui ne se remonte pas. Quelles sont les actions qu'on peut faire? L'une des actions possibles, c'est une action de destruction et de redéploiement. Le principe, c'est un service ne fonctionne pas, j'ai deux possibilités, soit essayer désespérément de le redéployer, soit de le réparer, je veux dire, soit redéployer la brique défectueuse. Pour redéployer la brique défectueuse, j'ai un orchestrateur qui va piloter des actions de destruction et de redéploiement. Les actions de redéploiement
et de destruction vont pouvoir se faire en se basant sur une infrastructure dynamique, as a service, et la configuration des différents serveurs après redéploiement va se faire via de l'infrastructure as code. Ce type de pattern peut aider à prévenir la panne. Dans les solutions qui peuvent aider à mettre en œuvre ce type de service, on a par exemple des orchestrateurs de conteneurs, comme ceux dont vous ont parlé Frédéric et Étienne un peu plus tôt. Ok, tout ça c'est intéressant, mais si mon service y tombe, ça veut dire que son adresse elle va changer. Donc comment mes services consommateurs sont en capacité de continuer à appeler ce service producteur qui a été redéployé? Effectivement, le service tombe. Donc forcément, s'il tombe et qu'il est redéployé, son adresse va changer. D'un point de vue du service client, si on a de la configuration directement au niveau du service client, il ne va pas forcément savoir quel service producteur appeler. L'un des patterns possibles, c'est le pattern de service registry. La service registry va stocker les informations pour appeler le service producteur. Quel serveur, quel port, quel endpoint. Et les services clients vont d'abord appeler la service registry avant d'appeler un service producteur afin d'accéder au service désiré. C'est un pattern qui permet de tolérer assez bien la panne. Si le service est redéployé, vu qu'au redéploiement de celui-ci, la service registry est mise à jour, c'est transparent d'un point de vue de service client. Ça nécessite néanmoins de faire de l'intégration de la service registry au niveau du client, d'une part, et au niveau des infrastructures, de fournir la capacité d'une service registry en tant que service d'infrastructure. Ok, donc tout ça c'est pour traiter les pannes, mais il y a un moyen de les anticiper quand même, de détecter les signaux faibles? Alors, pour détecter les signaux faibles, on peut utiliser une brique existante qui est la brique de monitoring, mais en l'étendant, en faisant ce qu'on appelle du monitoring réactif qui permet de faire de la prévention de panne. Le monitoring réactif, le principe, c'est que les serveurs remontent un certain nombre d'informations à une brique de monitoring, des informations qui sont de la métrique technique, remontée des serveurs et des composants d'infrastructure, et de la métrique métier. Mon service fonctionne bien, répond dans les temps acceptables par le métier. Ces différents éléments sont remontés à la brique de monitoring où il y a des seuils qui ont été fixés, des seuils d'alerte, et si ces seuils sont déplacés, il y a remontée d'alerte, et sur la remontée d'alerte, on a possibilité d'avoir des actions d'effectuer. On a mis en exemple une action d'upscale, mais on peut faire du destroy and redeploy, par exemple, en termes d'action. Du coup, après avoir décrit ces différents patterns, on a un métier qui vient nous voir pour notre application et, a priori, il a des fonctionnalités. Donc on retrouve notre pattern d'application qu'on a vu tout à l'heure, mais j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, et du coup, ce nouveau système qui va être externe, eh bien, pour me prémunir des pannes de ce système-là, je vais implémenter un pattern circuit breaker au sein de mes applications, sans toucher à mon infrastructure existante. Pourquoi tu ne touches pas à ton infrastructure existante? Parce qu'elle m'a coûté très très cher, et que finalement, elle répond bien à un ensemble des exigences de résilience en termes de taux de disponibilité. Donc pas d'enjeu métier, pas de raison de changer pour l'instant. Exactement. Je vais lier ce nouveau système et mon circuit breaker à une registry pour faire le lien entre ces différents systèmes en cas de redéploiement de mes applications. Et puis, pour finir, eh bien, je vais insérer une brique de monitoring transverse pour étendre le monitoring que j'ai au niveau métier de mon application et le lier avec mes services d'infrastructure et me préparer à faire du monitoring réactif. Par contre, au niveau des équipes, ça change quelque chose. Ah bah oui, forcément. Là, ce que tu me décris, c'est qu'on a mis un certain nombre de patterns en œuvre et ces patterns impactent toutes les équipes. Ton pattern de circuit breaker, il faut que les devs et les biz se soient mis d'accord sur un comportement alternatif. Ton service registry, il faut que tes ops aient fourni un service d'infrastructure et qu'ils se soient concertés avec les devs pour qu'ils l'utilisent. Et puis, la partie monitoring, il faut que tes ops et tes biz aient aussi parlé entre eux de manière à définir quelles étaient les métriques inquiétantes qui nécessitaient une action sur le système de manière à anticiper des problématiques. Tu parles des règles métiers à intégrer dans le circuit breaker.
des règles métiers et d'éventuelles remontées de problématiques de latence, par exemple, que l'on peut voir sur le système. Et donc, finalement, le fait d'avoir ces différentes personnes qui doivent se parler pour construire un service, ça nécessite de réorganiser une organisation qui avait l'air d'être silotée avec un mur, de manière à faire un peu parler les différents acteurs pour concevoir un service et le développer. On parle souvent, quand on parle de ce type d'organisation DevOps. Donc pour terminer, on vous propose d'emporter un morceau de cet énorme canard. On l'a vu, la résilience, il faut la penser au-delà de l'infrastructure. Les mécanismes actuels, c'est un modèle en fin de vie, tant du point de vue du costing que du point de vue des solutions technologiques. On ne va pas backuper, redonder indéfiniment des SAN ou des services d'infrastructure, même de virtualisation. Les nouvelles infrastructures dynamiques, comme présenté dans un précédent talk, à base de conteneurs, vont casser complètement ces modèles-là. On a des solutions au niveau applicatif, par contre il faut les utiliser de façon simple, avec des solutions qui répondent uniquement à des besoins précis. Un pattern, un besoin. Ce qu'on voit aussi, c'est le fait qu'on soit sur des éléments de dynamique d'infrastructure, ça nécessite de savoir gérer son infrastructure comme du bétail. On n'est plus sur un serveur qu'on bichonne, entre guillemets, et qu'on va configurer au poil. On est sur un serveur qu'on est en capacité de configurer de manière automatique et avec un ensemble de serveurs qu'on est capable de gérer en masse, avec de la destruction, de la reconstruction. Ce qu'on a vu sur ces différents patterns implémentés et sur cette dynamique d'infrastructure, ça impacte la façon de gérer de la VM à l'ancienne. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut utiliser du commodity hardware. Du hardware à l'ancienne, avec des systèmes de SAN surrépliqués coûtant extrêmement cher, n'a pas de sens. On l'a vu aussi sur l'intervention de Frédéric, on est vraiment sur un service, un serveur, sur des serveurs simples, entre guillemets, et on a tout intérêt à baser tout ça sur du commodity hardware et à faire de la gestion de la résilience au-dessus, au niveau architecture et au niveau applicatif. Et au final, le fait qu'on fasse de la gestion de manière globale, eh bien, ça nécessite une adaptation des organisations de manière à ce que celles-ci soient centrées autour du développement des différents services. On vous remercie pour votre écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus, il y a 2 livres blancs chez Octo, un Cloud Ready App sur les patterns applicatifs et un autre dédié au DevOps. Voilà, merci. Merci encore.